m'entendez? Super. Méga pression après Montreux Jazz. Merci Mathieu. Il est parti. En plus, il est parti. Il va juste me voir couler tout seul. Donc, moi, je vais venir. Enfin, je suis là aujourd'hui plus en tant que spécialiste médias sociaux que en tant que représentant de la Suisse. Donc, je ne vais pas trop parler de ce que je fais aujourd'hui. Par contre, je vais essayer d'exemplifier par mes différentes expériences dans ces différentes institutions ou marques l'intégration des médias sociaux aux stratégies de communication. Comme l'a précisé Isidore, je donne des cours à l'université, donc je commence avec un schéma. Après manger, c'est toujours bien un petit schéma. Donc, c'est un schéma très simpliste de communication. Daniel, tu me taperas dessus après si jamais. Mais en gros, avant les médias sociaux, d'un point de vue de l'atteinte de, on va dire, de grandes quantités de monde au même moment, c'était, entre guillemets, relativement simple. Une organisation, une marque, une institution s'adressait soit aux médias de masse, qui eux s'adressaient au grand public, soit s'adressaient directement au grand public via des événements, via la publicité, via son site web, etc., etc. Les médias sociaux, et on le voit aujourd'hui, complexifient un tout petit peu la chose. Première chose, c'est qu'on peut socialiser les activités historiques de communication qu'on a. C'est-à-dire que quand on s'adresse à la presse, aux journalistes, quand on a des relations médias, des chargés de relations presse, on va pouvoir aussi ces personnes-là vont pouvoir interagir via les médias sociaux avec des journalistes de presse écrite ou de presse digitale. Quand on fait des événements comme aujourd'hui, on peut rajouter une couche digitale. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le streaming. Bonjour le streaming. C'est aussi ce qui est en train de se passer avec le live tweet. Bonjour au live Twitter là-haut. Ça décuple la portée de l'événement et ça décuple ce qui se dit. Donc plus je vais dire de bêtises, plus ça va se savoir. Et l'autre grande modification, et ça je trouvais très très intéressant dans ce qui a été dit ce matin, c'est l'importance des gens, l'importance des membres d'une organisation, l'importance des employés. Eh bien aujourd'hui elle est industrialisée en ce sens où chaque membre de l'organisation peut interagir directement avec le grand public ou avec des membres du public cible. Ça veut dire que ça souligne ou ça sacralise l'importance d'avoir des valeurs partagées dans une organisation. Ça sacralise aussi l'éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un devoir de s'éduquer par rapport à ces nouveaux médias et d'être sûr que les membres de notre organisation savent aussi de quoi ils retournent. C'est pour ça qu'on met en place des guidelines, c'est pour ça qu'on met en place ce qu'on a fait à la RTS, ce qui a été fait à l'EPFL, ce qu'on commence à faire au gouvernement, vraiment des mesures éducationnelles pour expliquer les dynamiques de ces médias sociaux. Bon, ça c'est très joli, c'est un schéma. Maintenant, ce que j'ai prévu pour le reste de mon intervention, c'est vous expliquer un petit peu comment j'essaie de simplifier l'approche, parce qu'évidemment qu'on vit dans un monde de plus en plus complexe. Et pour moi, j'essaye toujours, dans tout ce que je fais, quand on déploie des activités médias sociaux au sein d'une organisation, d'une institution, quand on fait des campagnes médias sociaux, quand on est actif sur ces nouveaux médias, j'essaye toujours d'avoir ces 4 points, en anglais, je m'excuse, en tête. Et ce que je vais faire dans les 15 prochaines minutes, c'est exemplifier chacun de ces points. Et ensuite, j'espère que ça peut vous aider justement à définir des stratégies médias sociaux. Premièrement, nous sommes tous des médias. Justement, ça a toujours été ainsi. Vous savez exactement comment vous présenter à vos audiences. Vous le faites ici, par exemple, pendant le networking. Souvent, on me demande, oui, mais qu'est-ce que je vais raconter si je me mets sur Twitter, si je me mets sur LinkedIn, si je me mets sur Facebook? Alors que la plupart du temps, on sait ce qu'on veut raconter. Le soir, quand on est à la table familiale, moi, je raconte des histoires à ma mère tout le temps.
Alors pourquoi dans le travail je ne pourrais pas le faire? Nous sommes des médias, nous sommes tous des médias. Ici, je vous ai mis 3 petits exemples. Le premier, c'est Diablo X9, en haut à gauche. Petit, jeune, enfin petit non, parce qu'il est plus grand que moi, jeune Lausannois de 19 ans aujourd'hui. Il avait 17 ans quand j'ai fait ce print screen, donc j'ai gardé son âge comme ça ici. Ce jeune gamer, donc c'est un amateur de jeux vidéo, se filme en train de jouer aux jeux vidéo et commente ce qu'il fait. Il a aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Donc, si moi je suis éditeur de jeux vidéo, si je pense à lui envoyer une copie et qu'il fait une émission là-dessus, on est à 4 fois l'audience du matin quand même. J'ai travaillé pour des universités. Harvard est un très bon exemple d'université qui est active sur les médias sociaux. 2,3 millions de fans. Donc là, on est aussi dans une institution, mais une institution qui est devenue un média, qui produit du média et qui a une stratégie rédactionnelle tout au long de l'année. Ça veut dire aussi, in fine, qu'on doit commencer à se comporter comme un rédacteur en chef et qu'on doit définir ce qu'on veut dire de façon très régulière. Ça, c'est aussi un des points qui sont essentiels à la gestion des médias sociaux, c'est la régularité. Et le troisième exemple que j'ai mis ici, c'est la NASA. Ce que je voulais juste surtout montrer ici pour la NASA, donc là, on voit qu'ils ont personnifié une de leurs présences médias sociaux, c'est Rover, Curiosity Rover, donc le petit robot qui se balade sur Mars, qui parle. Et ce qui est très intéressant ici, par rapport à la communication institutionnelle, c'est que, comme vous le voyez dans ce tweet, la NASA, en fait, dit « piou, piou » à ses abonnés. Avant les médias sociaux, ça n'aurait pas été possible. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une tonalité, on a ce qu'on appelle en anglais le tone of voice d'une organisation, d'une institution, d'une société, d'une personne, qui doit être adaptée à son public et aussi aux médias sociaux qu'on utilise. Et comme vous voyez en plus, le piou piou a un petit dièse devant, donc le hashtag. Donc vraiment, on doit s'adapter à la sociologie de la plateforme sur laquelle on se trouve. Ça veut dire aussi que non seulement une institution ou une organisation peut être présente sur les médias sociaux, mais tous les membres potentiellement de l'organisation en question, notamment le top management, qui va quand même porter les valeurs de l'institution et donner l'exemple. Ici, c'est un dessin humoristique, mais je trouve qu'il est quand même relativement... il illustre relativement bien ce qui se passe, notamment dans les pays anglo-saxons qui ont une certaine avance par rapport à la gestion des médias sociaux, où effectivement, il y a création de médias autour des personnes. J'aime bien cet exemple aussi, parce qu'ici, on parle du Gangnam Style. J'aurais pu aussi prendre une capture d'écran des gens qui se versent des seaux d'eau glacés sur la tête, le Ice Bucket Challenge, qui buzz en ce moment sur Facebook. C'est le marketing contextuel, c'est-à-dire qu'on va profiter d'événements qui se passent au quotidien et on va construire dessus et profiter justement d'une vague. Ce qui est très intéressant, par exemple, dans le cadre du Ice Bucket Challenge, c'est qu'on voit qu'il a été retraité à toutes les sauces par des ONG, des marques, des capitaines d'industrie. Quand on dit qu'on crée du média, et je pense que c'est pour des institutions, organisations, et je pense aussi là au PME, c'est le plus compliqué. C'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer. Les médias sociaux induisent des nouveaux types de communication. Ici, c'est ce qu'on fait avec Présence Suisse. On est rentré dans le domaine de l'infographie. L'infographie, pourquoi? Parce que c'est un mode de communication qui permet de transmettre une idée complexe sur une seule image, qui est lisible sur smartphone et surtout qui est très partagée et très partageable. Et ça m'arrive tout le temps. En l'occurrence même, plus c'est comme ça, mieux c'est, parce que ça tweet à fond. Merci. Et donc ici effectivement, on a testé ça pendant notre présence à Zurich au championnat d'athlétisme.
championnat d'Europe d'athlétisme. Et effectivement, on a pu voir l'attrait de ce genre de médias. Donc c'est toute une nouvelle grammaire de la communication qu'il faut pouvoir dompter. L'infographie et la photo d'ailleurs en font partie. Autre chose qui illustre bien ça, c'est la vidéo. On a vu dans les présentations d'aujourd'hui beaucoup de vidéos. Le challenge ici, c'est comment pouvoir produire de la vidéo de façon régulière et avec quand même des contraintes de ressources. Je mets cet exemple-là à dessein. Donc ici, on a un extrait de la chaîne YouTube de l'EPFL. L'EPFL, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'EPFL produit ses vidéos sans surcoût supplémentaire. C'est-à-dire que ce qui a été fait à l'EPFL, tous les chargés de communication média, donc qui habituellement écrivaient des communiqués de presse, ils ont tous été formés à la vidéo et ils savent tous, de façon autonome, filmer, monter, faire une interview, mettre les sous-titres. Donc ici, on est vraiment dans une gestion du changement où on doit intégrer et internaliser de nouvelles compétences. En l'occurrence ici, c'est la petite interview de 3 à 5 minutes. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, on pense souvent qu'on va poser une vidéo sur YouTube, ou bien une note de blog sur un blog, ou bien une photo quelque part, et un peu comme une bouteille à la mer, ça va prendre tout seul. C'est malheureusement plus compliqué que ça, et ça c'est un message que j'ai cœur à passer, c'est qu'ici on voit quand même les chiffres, hein. Le robot qui marche comme un chat, il est à plus d'1 million de views, 1 million de vues. Ça n'arrive pas par hasard. On doit identifier ces carrefours d'audience, on doit identifier ce qu'on appelle ces influenceurs en ligne, des gens qui vont avoir eux-mêmes leur propre audience et qui sont reconnus comme spécialistes dans leur domaine. Évidemment que là, on a envoyé les vidéos à des blogs, mais on est aussi passé par les propres influenceurs qui se trouvent dans l'EPFL. L'EPFL a une dizaine de milliers de followers sur Twitter. Plusieurs de ses professeurs en ont beaucoup plus. Et donc voilà, ça c'est tout un jeu de trouver ces carrefours d'audience et de pousser à la diffusion de ces nouveaux médias. C'est une chose de créer, ensuite il faut diffuser. Il faut réfléchir comme un média. Et ça, c'est un point qui est très important pour moi. Aujourd'hui, les gens, grâce notamment au smartphone, à la démocratisation des nouvelles technologies, peuvent créer du média de façon très très facile. C'est très intéressant d'ailleurs ce qui se passe en Suisse romande en ce moment, parce que moi je suis actif dans les médias sociaux depuis 2008, et c'est vrai qu'au début on essayait de motiver les gens à participer, etc. Les gens écrivaient, faisaient du commentaire. Mais c'était difficile au début d'attendre de son public, de sa communauté, de venir créer de l'image, de la vidéo, des médias plus complexes. Et aujourd'hui, depuis environ un an et demi en Suisse romande, on a vraiment un mouvement dans ce sens. Ici, par exemple, ça c'est une activité qu'on a eue pendant Sochi, avec Présence Suisse. Le but, c'était motiver les Suisses à apporter leur soutien à l'équipe de Suisse olympique. Et on est passé uniquement par les réseaux sociaux pour cette action-là. Ça veut dire qu'on a été chercher des influenceurs qui ont passé le message en disant « Envoyez votre photo avec Hopsus écrit sur un bout de papier et on la montrera aux athlètes. » Ça, c'était l'idée de base. Quand je parle d'influenceurs sur les médias sociaux, je peux vous les citer. On a eu notamment, enfin, parmi ceux qui ont joué le jeu, on a des gens comme Bastian Becker, comme Solar Impulse, comme Didier Cuche, qui sont des médias en soi. Didier Cuche a 100 000 fans sur Facebook. Bastian Becker a aussi près de 100 000 fans sur Twitter. Et ça nous a permis justement ici de faire jouer le public et de le faire participer à l'action. Ce qui était aussi intéressant ici en diplomatie publique, c'est qu'on a demandé aux ambassades et aux consulats et au réseau SwissNext d'envoyer leurs propres photos. Donc nous, c'était coup double. C'était à la fois faire parler de la Suisse comme une nation où tout le monde se tient les coudes, une nation créative, une nation qui supporte son équipe olympique, mais aussi une nation dont le réseau diplomatique est approchable,
est humain et joue le jeu. Il me reste 5 minutes. Un autre exemple, ici, ce n'est pas dans mes expériences passées, mais c'est un exemple qui me tient à cœur, là où on peut faire contribuer son public, ses clients, à la création d'un média. On co-crée un média ensemble. Ici, c'est Phonak, c'est le blog de Phonak, donc les aides auditives. Et donc, à la fois, c'est un média que Phonak maîtrise, donc ils vont écrire une partie des publications, ils vont créer une partie des contenus. Là, on voit que le contenu qui est ici, c'est un contenu clairement écrit par la société. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut contribuer à ce blog des clients, donc des utilisateurs d'aide auditive. On va en faire un à la fin. Et des professionnels. Donc ça veut dire qu'ici, il peut y avoir une audience B2B ou B2C. Et qui mieux que le client final pour raconter l'histoire du produit. Donc, évidemment que ça complémente d'autres actions de communication. Ici, moi, je me concentre sur les médias sociaux, mais je trouve cet exemple intéressant. Et ici, pour vous montrer qu'on peut avoir des bonnes idées qui ne coûtent pas cher, ici, c'est le top 10 de ses lectures préférées. L'initiative est venue d'une bibliothèque Veuvezanne. Ça a fait le buzz en Suisse romande. Beaucoup de monde s'est prêté au jeu. Il en ressort pour moi 2 choses. Première chose, ici, je vous ai mis la photo que Laure Millioun-Crozet, donc écrivaine de son état, a prise de ses lectures préférées. On voit ici aussi votre audience potentielle à une audience. Donc, Laure fait partie de l'audience de la librairie. Elle-même crée un média. En cascade, ses propres abonnés vont voir la photo, le média. Et ça va faire quelque chose de viral. Et en l'occurrence, la librairie a vraisemblablement vendu plus de livres. Ou en tout cas, ça a même fait du bien à tout l'écosystème roman concernant les livres. Deuxième chose, et là on touche au pouvoir de la recommandation. C'est-à-dire que si moi, je suis abonné à Laure parce que j'apprécie particulièrement ses goûts littéraires, eh bien, elle va agir comme une force de recommandation. Et ça aussi, voilà. Un des aspects intéressants pour moi des médias sociaux, c'est dompter ce genre d'initiative. Je dis à dessein dompter et pas contrôler, parce qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Ça fait partie aussi de la nouvelle donne des médias sociaux. Mais on a ici vraiment un exemple roman et un exemple qui, en l'occurrence pour le coup, n'a pas coûté grand-chose à la librairie. Nous sommes tous des médias, nous avons tous une audience. Ça veut dire aussi qu'en tant qu'organisation, en tant qu'institution, en tant que marque, en tant que patron de PME, on doit écouter ce que les gens disent. Là, c'est un exemple un peu négatif pour un de mes anciens employeurs. Quand je suis arrivé à la RTS en 2012, il y avait une pétition qui circulait en ligne et dont le mode de propagation a été les médias sociaux, propagation virale. En gros, cette pétition demandait à ce que la redevance soit divisée par 2. En gros, on aimerait bien tout fermer. Et en 4 jours, elle a rassemblé plus de 100 000 signatures. C'est-à-dire que si elle avait été sous format d'une pétition qui aurait pu faire une votation, on aurait dépassé le seuil. Et là, c'est l'importance d'écouter les médias sociaux, d'écouter ce qui se passe, d'écouter ce que les gens disent pour être à même de détecter ce genre de choses assez vite. Et pour ça, on a des outils. On a des outils qui permettent en hantant le web et les plateformes sociales, de détecter en temps réel ce qui se dit sur telle ou telle marque. Là, c'est vraiment un exemple, mais on a plein de systèmes avec aussi plein de gammes de prix. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est, et pour moi ici, c'est peut-être même le point de départ d'une activité sur les médias sociaux, c'est d'abord savoir ce qui se dit sur nous, pour savoir si
où on est notre image, pour savoir si on parle en bien ou en mal de nous. Ça peut permettre de détecter des tendances qui vont avoir un impact sur notre stratégie, mais aussi on peut aussi détecter des opportunités du business ou au contraire des problématiques d'image. J'ai un petit exemple que j'aime bien ressortir, c'est qu'à l'époque de la RTS, grâce à ce système, on a repéré un Darius Rochebin, enfin en tout cas un avatar de Darius Rochebin, actif sur les médias, sur des forums canadiens, qui tenait des propos antisémites. Donc on a pu, grâce à ça, détecter cette présence-là et demander sa fermeture. On est donc aujourd'hui dans un nouveau monde de la communication, en tout cas un monde qui s'est beaucoup renouvelé, qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Je finirai là-dessus. J'aime bien utiliser cette typologie. Donc les médias payants, la publicité qu'on fait, les médias qui nous appartiennent, own media, ce qu'on produit, les brochures, notre site web, etc. Et au centre, les earned media, donc le bouche à oreille, mais qui, grâce à ces médias sociaux, s'est industrialisé. Et j'aimerais aussi juste finir là-dessus pour dire que, contrairement à ce qu'on pense souvent, les médias sociaux, ce n'est pas que le earned media. Les médias sociaux sont dans les trois secteurs. Aujourd'hui, faire de la publicité sur Facebook coûte beaucoup moins cher que faire de la publicité classique et permet notamment un ciblage très précis du récepteur de la publicité. Et ce qui veut dire que c'est aujourd'hui un métier et donc qu'il faut, et ça c'est mon conseil de clôture, qu'il faut avoir recours au service d'un professionnel. On a une flopée de formations maintenant en Suisse romande et le temps du bricolage, en gros, est fini. Donc voilà. Merci. Merci. Alors Yann est prêt à répondre à vos questions. Alors au fond. Bonjour, Anthony Buller de chez Paragroupe Publicitaire à Neuchâtel. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, des joueurs comme par exemple, pour ne pas le citer, PewDiePie, qui est probablement un des plus gros youtubeurs existants de nos jours, qui puisse devenir au même terme que Didier Cuche ou qu'un Roger Federer, un leader d'opinion en termes de communication sur les réseaux sociaux? Alors moi je pense que si ça se trouve il l'est déjà un peu. J'aime pas trop le terme de leader d'opinion utilisé de façon très générique. Toutes ces personnes qui ont un degré d'influence sur les médias sociaux parce qu'ils ont un certain nombre d'abonnés, parce qu'ils ont de l'engagement avec leur communauté, on peut en avoir des tout petits qui ont quelques centaines d'abonnés, mais qui ont les bons sans abonnés. Et donc, du coup, on peut déjà les considérer comme des influenceurs. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'entends souvent, c'est qu'on va sur Facebook pour conquérir le monde et avoir une communication mondiale, et qu'on va avoir des millions de fans. Et c'est aussi pour ça que, parfois, quand je faisais du consulting à l'époque, je faisais du consulting justement pour des PME, et on me disait « ouais, non mais bon, moi, ça m'intéresse justement pas d'avoir une activité mondiale et d'avoir des millions de fans ». Moi, ce que j'essaie toujours de dire, c'est non, on doit d'abord avoir ces objectifs, savoir pourquoi, comment ces outils peuvent nous aider, et ensuite on peut avoir des activités qui sont très ciblées vers les bons influenceurs, et ça peut vraiment apporter beaucoup. Il y a un truc que je me suis amusé à faire avant de venir au forum aujourd'hui, c'est que j'ai vu la liste des participants, enfin une partie, via les personnes qui ont répondu présentes sur les médias sociaux. Et on peut se préparer, par exemple au networking, en regardant qui vient, et en regardant les parcours des professionnels des gens sur LinkedIn, voire même prendre des rendez-vous, commencer une discussion, ou au contraire la finir sur les médias sociaux. Là, on n'est pas du tout dans une stratégie de création de médias et d'être son propre petit média. Là, on est vraiment dans l'utilisation très pragmatique des outils existants. Merci. Une autre question?
Alors, si ce n'est pas le cas, je vous prie d'applaudir Yann Luong. De toute façon, vous pourrez le rencontrer encore tout à l'heure. Notre prochain invité est un homme de presse, un homme de médias. Il a suivi des études en droit, c'est un spécialiste de l'économie du droit, à Aix-Marseille. Et puis il est venu travailler en Suisse, d'abord à la Tribune de Genève, ensuite au Temps, dont il a été le responsable de la rubrique économique, avant de devenir rédacteur en chef adjoint de Bilan. Et depuis 2006, il est à la tête de ce bimensuel économique. Il est également enseignant au centre de formation des journalistes à Lausanne et à l'HEG de Genève. J'appelle Stéphane Benoît Godet.